bonjour. Bonjour. Vous êtes tisserande même, hein, on va féminiser le nom. On peut féminiser, oui. Enchantée de vous rencontrer. Vous êtes à Enchantée. Méjeanne-le-Clap, dans Oui. votre atelier naturophile. C'est ça. Et vous êtes, donc on vient de le dire, tisserande, sur un métier à tisser ancestral. Oui, alors ce métier à tisser, c'est une technique qui nous vient en fait de l'époque néolithique. Donc ce sont les premiers métiers à tisser que l'on a vus qui pouvaient être fixes dans une maison, puisqu'au néolithique, c'est le moment où ils se sédentarisent en fait. Donc avant ça, le tissage existe hein, depuis des millénaires et des millénaires, mais ce sont des métiers portatifs. Et puis d'un seul coup, on a la maison, on peut tisser plus large, plus long, alors on crée un métier à tisser qui va rester à poste tout le temps. Et voici le type de technologie qu'on va trouver. Il faut savoir que au XIVe, XVe, XVIe siècle, par exemple, il y avait des exigences par rapport au tissu qui étaient carrément mentionnées par des édits royaux. Et donc, quand on faisait un drap de laine de Montpellier, il fallait qu'il y ait tant de fils au centimètre, que ce soit de la laine de tel type de mouton, de telle épaisseur, que le drap fasse tant de large, etc. Et c'est pour ça qu'on a vu naître en fait différents métiers à tisser, de largeurs différentes et de fonctions différentes aussi. C'est long pour mettre en place justement un métier à tisser comme Oui, ça. oui, oui. Quel que soit de toute façon le métier à tisser, ce qu'on appelle l'ourdissage, c'est-à-dire la mise en place de tous les fils de chaîne, est en fait une activité qui est assez longue et très minutieuse. Et sur celui-ci particulièrement, il y a plusieurs étapes, dont une première étape qui va consister à fabriquer la nappe de fil de chaîne au sol, entre des piquets. Un premier petit tissage qui va créer une lisière au tissu. Et une fois que tous ces fils auront été passés entre des piquets, ce qui va permettre de donner toute leur longueur en fait, en étant au fur et à mesure séparés pairs et impairs, eh bien on va pouvoir venir fixer sur l'ensouple, le rouleau qui est là-haut, cette chaîne de fil en fait. Et c'est seulement après qu'elle soit fixée, on va mettre les pesons, on appelle ça les pesons, les poids qu'il y a au bout. On va mettre un petit fil ici, voilà une chaînette qui permet en fait de maintenir une tension assez régulière et puis un écartement régulier. Et puis on va créer ici tous ces fils de lisse qui sont passés à la main un par un. Hein. Alors le principe c'est les fils qui sont à l'arrière sont rattachés sur cette barre qu'on appelle justement une barre de lisse et ça forme un zigzag si vous voulez. Le fil de devant est oublié, on s'attache sur la barre de lisse, on va chercher le fil à l'arrière, on revient à la barre, on passe le fil devant, c'est un zigzag continu, ce qui permet en fait au tisserand, lorsqu'il a passé dans une foule, c'est une ouverture, de pouvoir changer de foule simplement en tirant sur cette barre. Il suffit de tirer et les fils finalement s'entrecroisent. Ceux qui étaient derrière passent devant. C'est quelle matière là pour les fils? Alors là c'est du lin, toujours dans le souci en fait d'être proche de la nature. Proche, oui, de la nature et puis proche de ce qu'utilisaient nos ancêtres. Donc il y avait beaucoup à l'époque d'utilisation de lin, de chanvre, d'ortie et puis de lainage. On peut retrouver encore aujourd'hui des traces de ces cultures chanvrières par rapport à la toponymie des noms de lieux. Tout ce que vous avez trouvé comme village ou lieu en pleine nature qui s'appelle Canébé, Canabia, en tout cas une racine comme ça, eh bien ce sont les anciennes canebières. Ça vous parle la canebière? Oui, bien sûr, la canebière. C'est la plus connue et la moins reconnue en fait. Mais la canebière, c'était l'ancien champ de chanvre de Massilia la Grande, à l'époque où Massilia, moins 600, moins 800 ans, avait un pouvoir sur la Méditerranée de commerce et il faisait beaucoup de cordage, beaucoup de voilage pour les bateaux et donc la canebière c'était le champ de chanvre. Forcément le tissu représente un véritable trésor, c'est une richesse. Et ça l'a été, et j'ai envie de dire, ça l'est encore. Nos aïeux avaient quelques vêtements de travail, quelques vêtements du dimanche, mais guère plus. Hein. On peut trouver des chemises anciennes qui sont rapiécées jusqu'à 60 fois. Voilà. On était économe à l'époque. On était économe. On allait jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'expression user jusqu'à la corde nous vient de là, puisque une chemise rapiécée 60 fois et qui vraiment devait passer au rebut, eh bien on en faisait ce qu'on appelle de la lirette, c'est-à-dire qu'on découpait le tissu en fines bandelettes, on retissait ces bandelettes-là et ça donnait des couvertures, des tapis, des lavettes pour laver par terre, usées jusqu'à la corde. Voilà.
Comment s'appelle la petite barre que vous utilisez? Celle-ci est un peu particulière, hein, c'est un simple bout de bois. Vous voyez, aujourd'hui encore, on utilise des navettes. Et pourquoi la navette? Eh bien parce qu'elle fait un aller-retour, hein, forcément, comme le bus. Il n'y a jamais de nœud chez le tisserand, en fait. On laisse dépasser le fil, ou bien en lisière, c'est-à-dire en bordure, ou bien en léger retour. Et puis une fois qu'on aura fini l'ouvrage, on va tout couper à ras. Le fait que les fils soient serrés les uns contre les autres, ça ne bougera plus, en fait. Quand un fil de chaîne casse, donc les fils qui sont tout en longueur, là, on est parfois effectivement obligé de les rattacher. Ici, j'ai eu le problème et on voit un petit nœud là. Mais en vérité, quand je vais arriver à cette hauteur-là, je vais le remplacer par un autre fil qui vont se chevaucher les uns les autres et ça évitera que le nœud reste dans le tissage. Un beau silex pour couper vos fils? Ah oui, hein, oui, j'ai récupéré ça grâce à un animateur tailleur de pierre. Ça coupe très très bien. C'est un autre métier à tisser. Voilà. Celui-ci, c'est du chanvre que vous allez travailler du chanvre. Alors, il y a chanvre et laine. La chaîne, donc les fils qui sont tendus sur le métier à tisser, est en chanvre. Et puis, pour la démonstration, pour que ça soit très visible, en fait, pour les personnes qui regardent et à qui j'explique, eh bien, je travaille la laine, en fait, en trame cette fois, ce qui permet de mettre en valeur les reliefs et les différentes armures. C'est le nom qu'on donne aux points différents que l'on utilise. Je vais humidifier ma chaîne parce que tout ce qui est végétal n'a pas de souplesse en fait. Et voilà. Et en fait, je dois tendre cette chaîne assez fortement pour pouvoir travailler avec aisance. Et si elle n'est pas humide, si elle n'est pas souple, j'ai des fils qui risquent de casser. Donc voilà, tout simplement, j'humidifie un peu. C'est la raison pour laquelle les tisserands jusqu'au 19e siècle, travaillaient en fait dans les caves. Vous pouvez profiter effectivement de l'humidité ambiante. Les fils étaient de ce fait beaucoup plus souples. Donc sur le métier précédent, il y avait une barre de lisse. Ce sont les petits outils métalliques qui sont ici. On voit qu'il y a un chat comme une aiguille, hein, un petit passage percé au milieu, et chaque fil du métier passe dans un chat. Grâce à ces lisses qui sont elles-mêmes raccrochées en fait à des cadres, que l'on va pouvoir soulever ou abaisser certains fils. C'est un gain de temps, c'est-à-dire que le tisserand va pouvoir tisser sa navette uniquement dans les mains libérées en fait de cette fameuse barre de lisse, puisque maintenant ce sont les pieds qui travaillent. Il y a des pédales sous le métier à tisser par un phénomène de poulie. Ces pédales via des fils sont rattachées à ces cadres, et quand j'appuie sur un cadre, je soulève en fait ici toute une mécanique. Voilà. Chaque fil est indépendant de l'autre. Et à partir de là, on peut vraiment faire n'importe quel type de dessin, y compris un paysage, des personnages. Ce qui n'est pas le cas sur un métier à tisser de base. On est sur un dessin qui est dans la géométrie. Voilà, qui est dans la répétition et la géométrie. Je vais retendre. Hop. Alors, ce qui est bien avec ce petit métier, c'est que je peux faire tout en étant du même côté. Alors, je déroule d'un côté sur l'ensouple arrière, je vais dérouler les fils pour enrouler ici le tissu qui est déjà fait sur l'ensouple avant, avoir une foule, c'est-à-dire une ouverture des fils qui se fasse correctement. Donc le but du jeu, eh bien, c'est d'ouvrir ici une foule, hein, d'ouvrir les fils de manière à ce qu'il y en ait qui restent bas et d'autres qui montent pour pouvoir passer cette navette de trame entre les deux couches. Alors,
Le point de base, le point simple, c'est un fil sur deux. Un fil sur deux par rapport au montage qui a été effectué sur les cadres, eh bien ça va être un coup les pédales paires, un coup les pédales impaires. Et vous voyez, 4 pédales. 4 pédales, voilà. Quand j'appuie sur les pédales, eh bien voici que s'ouvre ici, vous voyez, il y a des fils qui sont en bas, ce qu'on appelle la foule. Et là, d'un geste unique, eh bien je peux passer en fait la navette. Ensuite, eh bien, je vais croiser les fils, donc je lâche ce pédalage pour passer au suivant. Donc les fils qui étaient en bas se lèvent, les fils qui étaient en haut restent en bas, et mon fil ici est prisonnier. Je tasse et je repasse dans l'autre sens. Après, c'est par le jeu justement des pédales que je vais pouvoir commencer à dessiner des reliefs. J'ai 4 pédales, vous imaginez ce que ça représente comme possibilité. D'abord, si je veux, je n'en utilise qu'une. Je ne soulève qu'une certaine catégorie de fils. Et puis je change. Je peux pianoter comme ça dans un ordre croissant, décroissant. Et on va du coup obtenir à chaque fois des dessins qui sont totalement différents. Sachant que ces dessins, ils ont été pensés au moment du montage, bien sûr. Parce que les fils, au moment où je les monte sur le métier à tisser, comme j'ai 4 cadres, j'ai forcément à chaque fois le choix, quand un fil se présente à moi, dans quel cadre va-t-il passer ? Chaque fil étant indépendant les uns des autres, eh bien, on va pouvoir là dessiner ce qu'on appelle du figuratif. On n'est plus dans le dessin géométrique. Chaque fil peut se soulever pour laisser apparaître ou non la couleur. Parce que le principe du tissage, c'est un fil soulevé de chaîne cache le fil de trame. C'est du 1-0, 1-0, 1-0. Je prends, je ne prends pas, je prends, je ne prends pas, effectivement. Et c'est de là que sont nés les premiers ordinateurs, effectivement. Là, ce sont des points qui sont encore assez simples, assez faciles à monter, donc je peux discuter aisément tout en les pratiquant. Après, il y a certains points où le pédalage qui est décidé, qui est mis en place, va être différent sur des séquences de 10, 12, 15 pédalages différents. Là, il faut rester concentré sur ce qu'on fait, parce que si on vient à lever le nez 2 minutes, eh bien on ne sait plus trop où on s'est arrêté. Bienvenue au pays des merveilles. Dans la gorge du dragon, nous avons les moyens de vous faire rêver. Autre métier rare, celui du groupe F spécialisé dans la pyrotechnie. Basé sur l'Odyssée, le spectacle Ulysse au pays des merveilles reprend quelques étapes de l'épopée d'Ulysse en les aménageant et en ajoutant quelques créatures légendaires. Le Pont du Gard, témoin de 2000 ans d'histoire, reste le personnage central de cette impressionnante mise en lumière du site. On connaît bien l'Odyssée d'Ulysse et en fait c'est une histoire horrible cette Odyssée. Et donc c'était assez marrant d'inventer un autre épisode de l'Odyssée d'Ulysse qui puisse être vécu comme une forme de rédemption. Dans le spectacle, on parle de nettoyer les vents, de la couvrir de fleurs, de rendre la vue au cyclope. Et c'est vraiment comment au XXIe siècle on voit les choses. Donc cet Ulysse, pas très fidèle, parti très longtemps de la maison quand même. J'aimais beaucoup cette idée d'amener ce dragon chinois. On sait que les dragons chinois, à contrario des dragons européens, représentent l'harmonie et l'organisation. Et c'était assez sympa de faire intervenir un grand dragon chinois comme résolution du spectacle.
Ici, on doit servir le monument, c'est-à-dire le monument est là, c'est la vedette, c'est la star. Et donc dans le spectacle, la première épreuve en fait c'est remonter le temps et c'est ce pont du Gard qui a vu les 2 millénaires passer. Et donc cette partie de machine à remonter le temps permet aux gens justement de se questionner sur l'environnement urbain. Parce qu'en fait cette histoire n'est pas très gaie au fait au départ. Hein. Et ce qu'on exprime après dans les épreuves qui sont plus sur l'environnement, sur les relations humaines, c'est un peu de fraîcheur, c'est un peu de lumière, c'est un peu de magie. Et je pense qu'on en a bien besoin en ce moment. C'est le pont du Gard qui nous inspire, c'est l'espace. Je dis plus que le pont du Gard, c'est le site, c'est le Gard, c'est ces vallées magnifiques. Je pense que n'importe quelle personne qui passe dans cet espace découvre sa beauté. Ce monument est classé patrimoine mondial de l'humanité. C'est forcément des lieux qui sont magiques, magnétiques, ils ne sont pas connus par hasard. On a très peu de sites comme ça dans le monde où des gens viennent du monde entier pour les visiter. Donc il y a la Tour Eiffel, il y a les pyramides, il y a quelques éléments au Mexique. Et le pont du Gard fait partie de ces grands monuments mondiaux. C'est pas le monument du Gard, c'est vraiment le monument du monde. Donc pour nous, c'est une chance extraordinaire parce que ce qui est très particulier ici, c'est qu'on est en pleine nature. On a vraiment un public qui sort de sa voiture, qui marche et qui se retrouve tous ensemble dans un espace qui est complètement champêtre. Et donc ça favorise beaucoup la concentration et du coup on peut faire plus de poésie. On est moins dans des rythmes tendus, on est moins dans l'univers urbain. Ici, c'est un lieu qu'on apprend. C'est-à-dire que les années passant, on comprend de mieux en mieux comment fonctionne ce site et comment réaliser de la magie avec des moyens raisonnables. Parce qu'il faut, c'est gigantesque, hein, les projections vidéo, c'est plus de 800 mètres de façade. Donc pour arriver à faire ça correctement, il faut trouver l'économie de moyens qui permet de faire de la magie sans fabriquer une usine à gaz. Donc on est dans un dispositif qui est extrêmement complexe, hein, puisqu'il y a plus de 150 générateurs de flammes, il y a une cinquantaine de vidéoprojecteurs, il y a évidemment beaucoup de pyrotechnie. Et tout ça doit être géré comme si ça n'existait pas, comme si tout ça était là par magie. Alors sur ce spectacle, on est environ 50 personnes pendant 3 semaines au montage et au démontage. Tu as rendu la vue à nos amis les cyclopes. Ils voient maintenant la vallée et les étoiles. Et maintenant, nous pouvons partir en croisière. J'adore la Méditerranée. J'adore les croisières. Au revoir, les amis. Au revoir. Un travail colossal pour un résultat exceptionnel, la magie a opéré. C'est féerique, c'est un régal. Fabuleux, c'est vraiment superbe dans ce site, vraiment, c'est super joli. Tout est magnifique, c'est un enchantement du début à la fin. Vraiment magnifique. Hein. Féerique. Beau concept. C'est magique, c'est magique. Ah, oui. Tout le long du spectacle, franchement, c'est surtout sur la fin avec avec le spectacle en feu, là, c'était vraiment magnifique. Et puis, tout, il n'y a rien à dire, quoi. C'était superbe.
C'est la fin de ce territoire métier d'art rare. Vous pouvez bien sûr aller à la rencontre de ces artisans créateurs qui sont en voie de disparition, si on peut dire, dans tout le Gard et bien sûr dans l'Hérault également. Pourquoi pas dans les Bouches-du-Rhône. Ils sont très nombreux dans notre belle région du Sud. Bonne semaine à tous, à très bientôt dans Territoire. Ciao!